Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien après cette fin joyeuse. Ce qui m'a motivée, c'est qu'au départ j'avais envie d'écrire l'histoire d'une nounou. J'avais envie de raconter ce rapport extrêmement étrange, ambigu, plein de paradoxes qu'on peut avoir avec la personne qui garde nos enfants. C'est une femme qui est à la fois une employée, mais qui est en même temps presque un membre de la famille, qui est une étrangère mais qui vit dans votre intimité, que vous dominez, mais qui vous domine parce qu'elle s'occupe de vos enfants. Donc cette relation extrêmement ambiguë, pleine de non-dits, pleine de malentendus, je la trouvais passionnante et j'ai commencé donc à écrire le livre, mais il manquait quelque chose pour créer le suspense, pour créer cette espèce d'attente. Et là, j'ai découvert un fait divers qui s'est passé à New York en 2011. Et à la découverte de ce fait divers, j'ai eu l'idée de commencer le roman par le meurtre des enfants. La même chose, c'était une histoire évidemment très complexe, mais effectivement dans l'histoire, cette nounou qui maintenant est en prison, qui a été condamnée à la prison à perpétuité il y a 1 an, cette nounou avait effectivement assassiné 2 des enfants et la mère était rentrée dans son appartement avec un de ses enfants et avait trouvé la nounou qui avait essayé de se suicider et ses enfants. En fait, comme beaucoup de gens, j'ai lu le livre à la sortie, comme beaucoup de collègues. En fait, quand il y a un livre comme ça qui sort, Gallimard organise une sorte de casting. Et donc, moi, je me suis présentée au casting puisque j'avais lu le livre sur une recommandation de producteur. Je m'étais immédiatement dit qu'il y avait un film assez excitant à faire. Et du coup, je suis allée dans un petit bureau à Gallimard, j'ai rencontré Laïla. Je pensais que j'avais aucune chance. Et en ressortant de l'entretien, je me suis dit, ah, mais en fait, j'ai peut-être une chance. Et puis, finalement, pendant ce temps-là, il y avait d'autres candidats. Et peut-être je passe la parole à Karine, parce que moi je suis revenue sur le projet 1 an après, c'est vrai que je n'ai pas été tout de suite choisie. Donc moi je lis le roman, mais il a déjà eu le concours, il est déjà sorti depuis plusieurs mois, et j'appelle tout de suite un copain producteur en disant regarde si les droits sont achetés, parce que moi j'aimerais beaucoup jouer ce rôle, et je pense que ça pourrait faire une bonne adaptation, mais à mon avis c'est acheté depuis très longtemps. Et en fait... Leïla était en passe de choisir quelqu'un et nous on est arrivés et en fait c'est Maïwenn au départ qui devait réaliser le film. Enfin, en tout cas j'avais proposé à Maïwenn de le faire et elle avait envie et donc on est arrivés et vraiment on a fait une queue de poisson à tout le monde sans même s'en rendre compte parce que vraiment Leïla et son éditrice devaient choisir quelqu'un dans les jours qui viennent. Nous, on a appelé vraiment le vendredi, on a eu rendez-vous le lundi et le mardi, c'était nous. Donc c'était vraiment miraculeux. Et puis finalement, Maïwenn, pour des raisons personnelles, a décidé de ne pas faire le film parce qu'elle avait choisi de le faire pour des mauvaises raisons, disait-elle, c'est-à-dire que c'était pas assez viscéral pour elle et qu'elle avait autre chose à faire, ce que moi je comprenais parfaitement. Et finalement, comme... le producteur que j'avais appelé s'était mis en cheville avec un autre producteur qui représentait Maïwenn. Ils ont décidé de rester pareil et de proposer Lucie Borletot en disant Lucie était assez bien placée, je crois, dans cette course. Donc peut-être que si Lucie remplace Maïwenn, on va pouvoir garder le projet. Donc voilà, moi ce que je trouve merveilleux, c'est que Lucie me raconte qu'elle parle avec une copine à qui elle dit ah, j'ai pas eu les droits. Sa copine lui dit bah, tu sais pas, peut-être que tu vas le faire quand même, peut-être que ça va te revenir, le truc qui ne revient jamais. Et ben en fait, oui, ça lui est revenu, et voilà. Le truc où t'as envie de dire à la copine, mais arrête de dire n'importe quoi, Oui, c'est pas de la part. C'est fou quand même. Ça, moi j'ai toujours trouvé ça assez fou. Elle est un peu sorcière, ta copine. Qui commence à faire. Je dis non mais Lucie, ne t'inquiète pas, c'est-à-dire ni toi t'as le choix de moi, ni moi j'ai le choix de toi, donc ça va très bien se passer. C'est ce bien en effet. Essayer de ne pas y penser et de faire autre chose. En fait, il se trouve que j'ai fait un 2e enfant. Et que du coup, quand le projet m'est revenu, tout d'un coup, ça passait par un prisme tellement plus intime, parce que l'autre enfant est beaucoup plus grand, et du coup, j'avais un peu oublié les sensations du maternage, et surtout, j'avais eu une place en crèche, donc j'avais pas eu à choisir de nounou. Et en gros, quand j'ai commencé à travailler à l'adaptation, j'étais en plein casting de nounou. Donc je me sentais vraiment très très concernée par le projet. Et effectivement, je pense que ça m'a beaucoup aidée, à tel point qu'effectivement, j'ai fait jouer mon bébé dans le film. C'est le petit Adam jusqu'aux vacances. Voilà. Après, c'est joué par une paire de jumeaux, et je crois que la maman, d'ailleurs, est dans la salle. Je la remercie encore éternellement de sa confiance. Elle a la réponse, elle a des éléments. Le nombre de jours de tournage, enfin, c'est 8 semaines de tournage, ce qui est une durée à peu près normale dans le film français bien financé. Le budget, je crois que c'est 4 millions, j'espère que je dis pas n'importe quoi, 3,5, un truc comme ça. Non, franchement, je sais pas en fait.
Et les rushs, je dirais 60 heures, un truc comme ça. J'avais défendu au premier rendez-vous. C'est-à-dire, j'avais dit, voilà, moi je trouve que ce livre est très fort par son intrigue, ses personnages, ses situations, ok. Mais en fait, comme film, là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin du naturalisme qu'on sait un peu bien faire en France, voilà, du film réaliste, la chronique sociale, chronique d'un fait divers, etc. Et en même temps, dès le livre, je trouvais qu'il y avait une dimension de conte un peu maléfique qui pouvait nous emmener dans le cinéma de genre. Et moi, ce qui m'excitait, c'était de ne pas choisir, en fait. D'essayer de faire quelque chose d'hybride, que les deux se contaminent et du coup produisent une matière filmique un peu nouvelle et un peu intéressante. Enfin, pour moi, c'était ça qui m'excitait, exactement. Et pour moi, ça allait complètement dans le sens du livre, puisque moi-même, quand j'ai sorti le livre, personne n'arrivait à le mettre vraiment dans une case. Certaines personnes le présentaient comme un thriller, d'autres disaient non, c'est un roman psychologique, d'autres disaient c'est une espèce de fable, effectivement très noire, mais une fable quand même, un conte sur la relation avec les enfants et tout. Et j'avais envie de cette liberté-là, moi, quand j'écrivais, et j'étais assez curieuse de voir comment Lucie aussi, qui m'en avait effectivement parlé dès le premier rendez-vous, allait réussir et allait utiliser ce mélange. En fait, on a très souvent envie d'avoir une étiquette, de se mettre dans une case parce que c'est plus facile et qu'on peut plus facilement à la fois marketer les choses et les définir, mais finalement c'est bien de travailler aussi dans le mélange des genres, dans la confusion. C'est bien de pas avoir ces idées va être mangées en fait finalement. Et du coup c'est un peu comme un cauchemar. Un cauchemar, en fait ça ressemble pas à un film d'horreur américain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effets spéciaux. Un cauchemar, on en a peur parce que ça a l'air vrai. Et comme ce film, au fond, c'est un peu un cauchemar de parents, moi je trouve que c'était... On va faire des crêpes. Non, moi je m'identifie pas du tout. Vraiment, je m'identifie pas du tout. Et c'est... on pense toujours... Alors, c'est pas valable pour moi. Peut-être c'est valable pour d'autres acteurs qui travaillent comme ça, mais moi, je ne me demande jamais ce que j'ai en commun avec ce personnage. Mais vraiment jamais. Parce que cette question-là ne m'aide pas à bien jouer, en fait. Ce que j'essaie de faire, c'est de comprendre quel est ce personnage, comment elle pense, pourquoi elle réagit comme ça. Moi, je me suis raconté, par exemple, que ce meurtre d'enfant arrive à la fin, pas tant elle les tue pour se venger, pour je sais pas quoi. Je pense qu'elle les tue parce qu'elle est arrivée à un tel état de souffrance et de solitude, cette femme, qu'elle les tue pour les emmener avec elle, parce qu'elle ne pourra pas supporter qu'on la prive encore de ce lien. Donc, c'est ce que je me suis raconté moi. Est-ce que c'est la vérité ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, ça me permet, moi, comme actrice, de justifier ce personnage et d'avoir un grand plaisir à la faire. Elle est complètement givrée, ça, d'accord. Mais il n'empêche que ce meurtre intervient pour moi de cette façon-là. D'ailleurs, elle essaie de se tuer, puis elle se loupe. Mais en tout cas, elle les emmène avec elle. Donc c'est des comportements psychologiques très discutables, hein, évidemment. Mais voilà, donc en fait, quand j'ai un personnage comme ça, aussi complexe, j'essaie de résoudre qui elle est par petites touches, comme une énigme en fait. Mais jamais je me dis... Ah, si j'étais à sa place, est-ce que je ferais ça? Parce qu'évidemment, je ne ferais jamais pipi dans le pot. Mais la grande jubilation d'actrice vient exactement de là. C'est-à-dire de la projection que j'ai sur ce personnage, de la comprendre, vraiment d'enquêter sur elle et de la jouer, j'espère, le mieux possible. Mais il n'y a jamais d'identification de ma part. Faible, je suis venue qu'une seule fois et j'ai pas eu envie de revenir parce que c'était assez gênant pour moi, assez embarrassant. J'avais l'impression d'être un peu une intruse et je voulais pas donner l'impression que voilà, celle qui a écrit le livre arrive sur le tournage et je vais regarder ce que vous faites de mes personnages. J'avais vraiment envie que Lucie, comme les actrices, les acteurs se sentent surtout en très grande liberté et puis se sentent voilà, dans une situation très confortable, qu'ils puissent faire ce qu'ils voulaient. Donc voilà, j'ai senti que ma présence n'était pas forcément ça. Et puis comme je l'ai déjà raconté, c'est aussi une sensation très bizarre parce que c'est vrai que les écrivains sont des gens très... on a un grand souci du contrôle, on est tout seul face à notre ordinateur. Alors vous voulez tuer des enfants, ça prend 5 minutes, hein. L'enfant est mort, personne ne bouge et puis c'est comme ça va vite. Et là, les personnages, ils bougeaient, ils avaient des sensations, ils demandaient à boire de l'eau et tout d'un coup je voyais mes personnages qui étaient vivants, ouais, c'était une sensation très étrange, donc je préférais finalement rester dans ma bulle à moi. Et ça vous a... Enfin, moi j'ai cette possibilité avec un stylo et un bout de papier. Je peux faire des batailles au XVIe siècle, je peux avoir des milliers de figurants, ça me coûte zéro, je peux aller dans le futur.
futur, dans le passé, je peux faire absolument ce que je veux sans rien demander à personne. Et cette liberté-là, ça me plaît pas mal quand même. Un choix très compliqué pour moi. C'est-à-dire que j'avais pas spécialement décidé ça en écrivant le scénario. Et j'avais écrit le scénario de telle manière qu'il y avait plusieurs possibilités au montage. Et du coup, c'est ce que j'ai fait en fait au montage. Ma dernière écriture, elle se fait au montage en fait. Et du coup, l'écriture cinématographique, elle se termine là. Et du coup, on a fait des versions avec un prologue, qui n'était pas exactement la scène telle qu'elle est là, mais qui était au début. Et finalement, j'ai mis beaucoup de temps à me décider, mais je suis sûre maintenant que c'est bien. Parce que finalement, avec une scène d'ouverture violente telle qu'elle est dans le livre, d'abord dans le livre, c'est justement des mots sur du papier. Donc il y a quelque chose où le lecteur, il est libre de faire une pause si ça l'oppresse trop. Alors que là, moi je vous prends en otage pendant 1h30, et donc si je commence avec ça, je trouve que c'est un peu dégueulasse en fait. C'est un peu une prise d'otage, quoi, justement. Or, moi j'avais pas envie que ce soit un film qui appuie beaucoup sur la tête en fait. J'avais envie que ce soit un film dans lequel on peut se laisser prendre par une forme de plaisir, et puis ça monte petit à petit, et c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est-à-dire que quand c'était au début, en gros, il y avait une menace au-dessus, alors que tout d'un coup, c'est comme un champignon qui pousse à l'intérieur de l'appartement et qui pourrit toutes les relations. Et je pense que c'est plus fidèle au livre, même en faisant cette trahison, j'ai l'impression. Ça nous amène plus dans les sensations de malaise du livre, mais ça ne peut pas se faire avec les mêmes moyens, parce que ce n'est pas le même médium, finalement. Absolument, et c'est parce qu'on parle beaucoup de cinéma, séries, des adaptations, que raconter une histoire, c'est juste raconter une histoire, et que quelle que soit la façon de le raconter, que ce soit dans un film, une série, un livre, c'est la même chose. Et en fait, non, il y a quelque chose d'indépassable, c'est la forme, la contrainte de la forme. Vous raconterez jamais la même histoire à l'écrit, ou simplement avec le support d'un livre, qu'avec avec des images. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, moi, la première fois que j'ai vu le film, j'ai flippé. J'ai regardé le film, j'ai dit, mais comment j'ai pu écrire cette histoire? Mais est-ce que c'est... J'ai appelé mon mari, je lui ai dit, mais cette histoire est horrible. Il m'a dit, Leïla, je suis en réunion, honnêtement, c'est ridicule. C'est toi qui as écrit cette histoire, tu devrais être au courant. Mais c'est pour vous dire que le choc des images a fait que cette histoire, pour moi, est devenue différente. La façon de la raconter était différente, tout était différent. Donc c'est très intéressant, en fait, de voir à quel point la forme va modeler le rapport qu'on va avoir avec une histoire. Le scénario. C'est-à-dire qu'effectivement, le roman, il est extrêmement riche. C'est-à-dire qu'on pourrait en faire une série, je pense. Et dans une série, on pourrait garder peut-être ces allers-retours dans le temps. On pourrait avoir tous ces personnages qui n'apparaissent qu'une seule fois, qui ont un chapitre qui leur est consacré. On est dans leur intériorité, c'est hyper riche. Mais pour le coup, dans un film d'1h30, c'est pas possible en fait. Et moi, je trouvais que se lancer dans des flashbacks ou de la voix off parler du passé de Louise, c'était pas très intéressant, et que par contre, c'était dans les choses un peu dingues qu'on faisait avec Karine, qu'on pouvait retrouver des éléments, mais qui sont moins factuels que dans le bouquin. Par exemple, la scène des pieuvres, qui n'est pas dans le livre, elle est là parce que moi, dans le livre, j'ai l'information qu'elle a été internée, enfin que quand même, à un moment, ça n'allait pas dans sa tête, mais je ne peux pas le raconter dans mon film. Donc je me dis, là, si on met en scène sa folie et une vraie hallucination, une bouffée d'éléments, c'est intéressant parce que c'est une scène de cinéma, en fait. Et voilà, il y a d'autres, je sais pas, même son passé, en fait, qui se révèle un petit peu à la fois dans la scène du casting et à la fois dans la scène des impôts. Pour le coup, c'est toi qui as fait. Parce que par exemple, c'est une impro quand elle dit j'ai perdu la garde de ma fille. Donc moi je peux aussi ne pas le garder, puisque au montage je fais ce que je veux, je peux couper, mais je trouve ça très intéressant. Parce que du coup ça bouleverse les gens qui ont lu le livre, ils se disent ah mais je me souvenais pas que c'était comme ça, mais du coup c'est bien, parce qu'ils sont surpris et ils sont séduits par le film. Et en plus je trouve que c'est un élément dans le scénario qui agit sur Myriam. C'est-à-dire qu'on comprend, en fait il y avait un vrai défi aussi pour le film, c'est que les parents n'aient pas l'air complètement idiots de ne pas comprendre ce qui se passe. Parce que le spectateur a sans cesse une longueur d'avance sur eux, puisque nous on voit tout, on assiste à tout. Au bout d'un moment, on pourrait être tenté de dire eh oh, stop, stop, c'est même le principe du film, c'est comme un tueur dans un film d'horreur, on a envie de dire à la fille cache-toi, il est là, il arrive, et là on a envie de dire Pierre est là, stop. Et effectivement, là, comme elle l'entend dire, elle s'identifie à Louise, elle se dit ah oui, si on faisait ça, comme elle est avocate en droit de la famille, elle se dit bon bah en fait je vais pouvoir l'aider, et c'est une nouvelle fois elle est aveuglée quoi. Donc bref, c'est un peu des tas d'éléments qui font sens pour le film. Et justement, oui, mais
En fait, on a tourné les scènes complètement dans le désordre. Il faut savoir qu'avec un bébé, on peut tourner une demi-heure par jour. Donc vraiment, il faut être super prêt. Que le bébé, on le filme, parce qu'à ce moment-là, il est fatigué, il a juste envie d'un biberon, donc on le filme en train de pleurer, puis on se dit, on va le mettre là, et comme ça, on pensera que le bébé pleure à cause de ce qui se passe, ce qui n'est évidemment pas le cas. En fait, comme on a tourné dans tous les sens, moi, j'avais une structure bien précise de chaque scène. C'est-à-dire, je savais très bien, pour moi, ce que racontait chaque scène. Et après, j'arrivais sur le plateau en sachant très bien la vérité pour moi de cette scène, dans quel état elle est, ce qu'elle pense et tout ça. Et puis, Lucie me donnait des indications, en me disant on va jouer comme ça. Puis avec Leïla, on jouait très bien aussi. Voilà, mais en fait, tout le monde pense que tout est très très maîtrisé de ma part, et tout, c'est pas vrai du tout. C'est juste que je sais ce que je dois faire en fait. Et puis après, je me laisse faire. Mais moi, j'ai comme une structure, une colonne vertébrale hyper précise du personnage. Et à partir de là, je peux faire des impros. C'est-à-dire que, par exemple, la scène qui est, à mon sens, un peu impressionnante, où je fais le lion, là, en fait, c'est de l'impro. Et comme je voyais que les gosses pleuraient pas, du coup, j'en ai fait un peu plus. J'ai pu aller plus loin. Et je voyais bien que son bébé, donc son bébé à elle, extraordinaire, était très intrigué comme ça. Donc j'en faisais beaucoup. La petite, elle était effrayée. Elle savait que c'était pour de faux, mais en même temps, il y avait une part de se dire si c'était un peu pour de vrai. Et du coup, moi, j'ai pu me vautrer là-dedans, ce que je trouvais assez juste. Mais au départ, c'est une ligne de scénario. C'est une ligne de scénario, en fait. Oui, c'est même pas une scène. Et ça devient une scène. Ça devient une scène parce que voilà. Et moi, je partais du principe pour ce personnage qu'elle est beaucoup plus à l'aise avec les enfants qu'elle ne l'est avec les adultes. Et que par contre, quand elle est avec les enfants, elle joue comme les enfants, mais elle a un petit problème de thermostat. Qui fait qu'elle joue, mais elle est un peu flippante quand elle joue un peu trop. Mais par exemple, la scène de l'anniversaire avec tous ces mômes là, que je surexcite, c'était aussi de l'impro, bien sûr, et je pense que tous ces gosses ont passé l'anniversaire idéal de la journée. Ils me collaient tous, toutes les petites filles, je te trouve trop belle. Elles étaient folles, mais parce que j'étais la nounou idéale ce jour-là. Et en même temps, ce que je montre, ce que je donne à voir, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas du tout à sa place. Quelqu'un qui est surexcité, qui est là, un truc qui est un peu fou, en fait. Donc tout ça, c'est un travail personnel, mais au service d'un film pour être le plus libre et disponible possible aux indications de Lucie. C'est vrai que par exemple, la scène du casting, elle est filmée comme un coup de foudre. Vous parliez de relation entre Myriam et Louise, et c'est vrai que la relation, on peut la suivre comme une relation qui démarre merveilleusement, puis oui, il y a des hauts débats. Mais Karine et Leïla, elles me font confiance, elles ne regardent pas comment je filme. Elles sont complètement dans leur vérité de personnage, effectivement. Et c'est vrai que sur la scène de casting, souvent les gens disent « Ah, c'est incroyable, tout de suite, cette petite voix, ce maintien, c'est tellement étrange. » Et en fait, Karine, elle ne calcule pas ses effets. Karine, elle joue Louise, qui a besoin de son boulot et qui a très peur, en fait, qui est intérieurement flippée et donc essaye de paraître la mieux possible. Mais elle ne se dit pas, je vais être bizarre, je vais avoir l'air dangereuse, pas du tout, jamais. Enfin, je crois. Et c'est ça qui est génial pour moi. Parce que moi, mon boulot, c'est de filmer ça et ensuite de doser les effets, etc. Avec ce que je fais comme plan sur le plateau et après avec les choix de montage. Et donc là, comme j'avais des actrices géniales, c'était encore mieux que d'habitude. Lucie a pris le parti de ne pas me faire répéter avec cette petite fille, ce que je trouvais très bien. En fait, c'est avec les bébés que c'était plus compliqué. Parce que la petite fille, en fait, elle était quand même actrice. Même si elle avait 6 ans, elle était quand même consciente d'être actrice. Elle connaissait son pouvoir d'actrice. Moi, je l'appelais collègue pour bien lui montrer qu'elle et moi, on faisait quand même le même boulot. Et que parfois, même, elle prenait le pouvoir sur toute l'équipe en disant « j'ai pas envie de jouer ça » et tout ça. Elle était quand même très consciente de son pouvoir. Ce jour-là où je suis allée sur le tournage. Il y a eu plusieurs jours comme ça. Et donc, cette petite fille, en fait, elle était actrice.
après, il fallait... Alors, on lui a pas tout dit, on lui a pas raconté la fin du film, ni rien, mais elle savait que moi, je jouais un rôle, on lui a dit, tu vas jouer avec elle joue ta nounou, des fois elle est super, des fois elle est un peu bizarre, tu joues avec ça, etc. La scène du pot, où je trouve qu'elle est particulièrement géniale, elle me disait toujours, non, mais tu fais pipi pour de vrai dans le pot ou pas? Je dis, ben non. Ah bon? Et puis à chaque fois, elle faisait non, tu fais pipi pour de vrai ou pas? Et donc en fait, arrêtez de se demander si je faisais pipi pour de vrai ou pas. Et moi, j'ai pas arrêté de lui dire, mais bien sûr que non, je ne fais pas pipi pour de vrai. Donc, et en fait, elle joue de ça, etc. Donc avec elle, c'était pas simple, parce que c'était une petite fille très intelligente, consciente de son pouvoir, mais en tout cas, elle avait une partition qu'on jouait ensemble. C'était beaucoup moins simple avec les bébés, sauf qu'il y avait le bébé de Lucie qui était là, et donc était très rassurée par la présence de sa mère. Et après, on avait effectivement 2 jumeaux, dont la mère était toujours là, etc. Et il se trouve que j'ai eu un coup de foudre pour un des jumeaux, et qui me l'a bien rendu. Il y en avait un des 2, je sais pas, il pleurait dès que je le prenais, ça marchait pas, mais il y en avait un qui était fou de moi pour une raison que j'ignore. Et c'était bien réciproque. Et donc, on a joué ensemble, c'est-à-dire cette scène miraculeuse où ce bébé s'inquiète pour moi un peu avant le meurtre, etc., où je suis assise sur le lit et où il me tend son doudou, où il me jette la balle, où il me tend son doudou, à ce moment-là, il a très réellement une inquiétude pour moi que je trouve, moi, qui m'ouvre le cœur. Et c'est vrai qu'avec ce bébé-là, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui s'est passé et qui faisait qu'on jouait ensemble alors qu'il n'a aucune conscience du jeu, en fait. Mais je ne sais pas pourquoi. Et pareil avec le bébé de Lucie qui au jardin là-bas, me prend les oreilles, me tête le nez. Enfin, je veux dire, à qui tu fais ça? Tu fais ça à ta mère, mais certainement pas à moi qui ne la connaissais pas, en fait. Et du coup, je me dis, mais je ne sais pas si c'est mon inconscient d'actrice qui a parlé à l'inconscient de ces bébés, parce que franchement, c'était assez dingue. T'es connectée. Ouais, j'étais assez connectée avec ces bébés, en fait. Conjoncture naître avec un... Enfin, c'est mon point de vue, hein. Je ne dis pas que j'ai raison. Mais en tout cas, ce qui est intéressant quand tu es acteur et que tu dois jouer quelqu'un comme ça, c'est de se dire que tu n'es pas complètement dingue. Peut-être qu'il y en a qui naissent comme ça, mais la majorité de ceux qu'on voit délirer dans la rue, qui parlent tout seuls, qui sont là comme ça, en fait, ils ont eu une enfance, ils sont venus au monde, ils ont été enfants, etc. Et je pense que c'est la vie qui leur est passée dessus et qui leur a fait tellement peu de cadeaux, que le rapport au lien a été tellement névralgique, tellement douloureux, qu'en fait ça les rend fous. C'est-à-dire que quand tu es seul, quand personne ne te parle, quand personne ne te tend la main, quand tu n'es pas capable de tisser un lien un peu sur la longueur ou un peu qui soit pas toxique ou des choses comme ça, je pense que ça peut rendre fou quelqu'un sain d'esprit à la base. Donc c'est vrai que moi j'ai ce regard-là et que ça ne m'intéressait pas de penser Louise en termes de elle est folle, elle fait ça, elle est complètement folle. C'est juste qu'elle est borderline, qu'il y a des moments où ça fait un peu couac et puis elle revient. Et puis, je pense que c'est toujours important quand on interprète un personnage de lui donner une part d'humanité, parce que, je veux dire, Nordal le Landais, c'est aussi notre humanité. Alors tu te dis, mais c'est qui ce type? Enfin, comment... Mais en même temps, c'est notre humanité, on est bien obligé de la regarder en face. On peut se dire, je sais pas, moi, c'est des sujets qui peuvent me hanter vraiment. Voilà, quand je vois des gens qui délirent dans la rue et tout ça, je me dis, mais c'est qui ces gens? Qu'est-ce que... Une fois aussi, j'étais au Monop et il y a une grande bourgeoise qui vient. J'étais au rayon petit pot et elle commence à me parler. Ah, c'est incroyable le petit pot, non? Vous aussi, vous prenez le petit pot? Et elle était mais complètement délirante. Et moi, mais vraiment, ça a alimenté mon imaginaire pendant des semaines et des semaines. Parce qu'elle était parfaitement habillée. Tu sens qu'elle était intégrée dans une famille, mais elle était super délirante. Et tu te dis, c'est quoi? C'est des maladies répertoriées, tout ça. Et moi, ça, j'aime bien ce qui est un peu en dehors de la ligne. Ça m'intéresse. Mais je vous remercie pour ce qui m'a le plus touché. Moi, je me souviens très bien que quand le livre est sorti, je faisais des rencontres et qu'il y avait des gens qui venaient et au moment de la signature, ils me disaient tout doucement, vous savez, c'est horrible, hein, mais au milieu du livre, je l'ai trouvée sympathique. Enfin, je me suis un peu attachée à elle, hein, mais bon, après, c'est passé, hein, bien sûr. Et les gens s'excusaient. Moi, je leur disais, mais non,
Vous n'avez pas à vous excuser de ça. C'est à ça aussi que sert la littérature, que sert le cinéma, à dire aussi que même les monstres ont une histoire. Tout le monde a une histoire et tout le monde a quelque chose en lui qui peut susciter chez nous une part de soi, de compassion, d'empathie. Et je crois qu'on est en plus dans une époque et dans une société qui a tendance à jeter au pilori les monstres et à les mettre immédiatement à l'écart de la société. Il ne faut pas les entendre, il ne faut pas les voir, il faut les exclure absolument. Et je crois que c'est quelque chose de très dangereux. Les monstres seront toujours parmi nous, et d'ailleurs ils sont même en nous. Et il y a toujours même en nous la possibilité d'un monstre. Et c'est pour ça que c'est important de le regarder avec une forme de tendresse. Et c'est pas du tout cynique quand je le dis, mais une forme de tendresse. Karine a dit souvent aussi que ça l'a intéressée parce qu'il est question d'humiliation sociale. Et je pense qu'on est dans une société où on ne veut plus trop parler des classes, où on dit la classe moyenne a disparu, on ne sait plus trop. Effectivement, les bobos, ils n'ont pas envie de se... Enfin, les bobos, je déteste ce terme déjà, donc je le dis parce que c'est facile, c'est pratique pour parler de Paul et Myriam, mais souvent, en tout cas, Paul et Myriam, ils ne se vivent pas comme des grands bourgeois. Ils ne s'étaient pas du tout imaginé recruter quelqu'un qui vienne chez eux quotidiennement, etc. Comme dans la cérémonie de Claude Chabrol, justement. On n'est pas du tout dans des différences de classe comme ça énormes, mais en fait, elles sont quand même énormes. Et peut-être depuis un an, avec le mouvement des Gilets jaunes, on voit un peu plus qu'il y a toute une partie de la société française qui se sent complètement en fait, sur le bord de la route et qui est vraiment se débattre dans des questions d'argent très, très, je veux dire, basiques, triviales, quoi. Et du coup, c'était important pour moi, par exemple, parce que la première version du scénario, on ne voyait jamais Louise chez elle. Parce que ça fait plus peur, en fait. Ça fait plus thriller, ça fait plus mystérieux. Et moi, je me suis dit, à partir du moment où on passe autant de temps dans cet appartement, j'avais envie qu'au bout d'un moment, pas tout de suite d'ailleurs, parce que la première scène, on ne voit presque rien. Ça pourrait être un pavillon de banlieue sympathique, en fait. Et du coup, qu'à un moment, on se prenne quand même ce décor dans la gueule, quoi. Qu'on se dise, ah oui, d'accord, en fait, la différence de classe, elle existe. Et c'est vrai que moi j'aimais beaucoup aussi dans le livre de Laïla une certaine férocité quand même, enfin une certaine, c'est plus que chronique sociale, c'est satire sociale, qu'après peut-être dans le film j'ai poussé moins loin. Dans le dîner on le voit. Dans le dîner on le voit, voilà. Il en reste, voilà, le dîner, même les erreurs, les SMS, les SMS c'est très cruel quand même. Tout d'un coup, c'est bien que les parents ils soient quand même un peu agaçants à des moments. C'est-à-dire qu'on peut aussi être en empathie avec eux, puis on peut aussi les trouver très agaçants. Et moi, c'est ça que j'aimais en fait, c'est l'ambivalence sur l'ensemble des personnages. Et je voulais pas non plus qu'on soit dans un film, ce qui peut être assez jouissif, mais moi je ne sais pas faire ça en fait. C'est-à-dire me placer un peu au-dessus ou à distance et faire qu'est-ce qu'ils sont cons. Ça, je sais pas faire ça. J'y arrive pas. Moi, j'aime tous les personnages que je filme. Donc je suis en empathie aussi avec Louise. Pour moi, de toute façon, j'étais une de ces lectrices qui se disait, en fait, ce personnage me fait penser à une amie qui souffre de pathologie et à ma mère qui souffre pas de pathologie, mais qui a une espèce d'amour délirant pour les gosses, et qui est le fruit sa psychologie est le fruit d'humiliation sociale. Donc voilà, je sais pas, tout ça faisait complètement sens pour moi. Je me suis complètement perdue, je ne sais plus quelle question j'ai. Vraiment rester sur la lutte des classes, mais sans lutte et sans classe. Parce que vraiment, c'est un roman sur le silence. On fait comme si. Tout est un truc d'apparence. On fait comme si on était de la même famille. On fait comme si on était égaux. On fait comme si on était des enfants. On fait comme si on s'entendait bien. Et en fait, ce comme si, ce malentendu, cette espèce de truc où on dit, bah, je vous donne un vêtement parce que je l'ai beaucoup porté, je ne le mets plus, puis vous, ça vous rendra service. Oui, c'est comme si j'étais généreux, mais en fait, je ne suis pas généreux, je suis humiliant. Et donc, c'était vraiment de travailler sur tous ces petits gestes qui sont... L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et ces gens-là, ils sont pleins de bonnes intentions, et avec ces bonnes intentions, ils plantent tous les jours un petit poignard dans le torse de Louise, et il faut s'imaginer qu'elle, ça fait des années et des années qu'elle accumule ces humiliations et puis ces sourires silencieux, et parce que le domestique, c'est ça, quand on dit un animal domestique. L'animal domestique, c'est celui qui fait ce que vous lui dites de faire, celui qui vit à l'intérieur du foyer, c'est celui dont la sauvagerie a été domptée, c'est celui qui dit oui.